penser le monde et pour penser les choses, on utilise souvent des pensées déjà construites pour aller plus vite ou parce qu'on n'arrive pas à faire autrement. Et ces pensées déjà construites, elles-mêmes aussi peuvent venir de pensées qui elles-mêmes étaient déjà construites et utiliser aussi des pensées déjà construites, qui elles-mêmes utilisent peut-être des pensées déjà construites. Et je pense que cette utilisation de pensées déjà construites, c'est là que se trouve le risque de l'idéologie, le risque de la doctrine, le risque qu'une idéologie vienne s'intercaler entre la réalité, entre une réalité, entre la nature peut-être, et la pensée. L'idéologie vient s'intercaler entre deux. Et si l'idéologie devient trop forte, c'est-à-dire si la séparation que l'idéologie fait entre notre esprit et le monde réel devient trop forte, eh bien, l'idéologie va aller jusqu'à nous priver de la réalité et jusqu'à nier la réalité. L'idéologie sera là, blablabla, en train de faire plein de transformations sur la manière de penser. Nous, on sera là avec notre cerveau. Et si l'éloignement est suffisamment grand, l'idéologie ne va pas se priver de la grandeur totale qu'elle puisse atteindre, c'est-à-dire faire croire à nous qui sommes là, aux esprits des gens qui sont là, que la réalité là n'existe pas, jusqu'à la faire oublier. Et nous, on va replacer notre réalité sur l'idéologie. Et ça, c'est le but ultime d'une idéologie. Alors, je ne sais pas si c'est la bonne utilisation du terme idéologie, mais je pense qu'on comprend. Le but ultime d'une idéologie, d'une doctrine, non, je ne suis pas sûr non plus. D'une idéologie dominatrice, le but ultime d'une idéologie dominatrice, c'est de faire reculer le niveau de réalité d'un monde tel que les prairies, les fleurs, jusqu'à elle. C'est-à-dire que les individus ne vont plus aller chercher de vérité dans un monde qui n'est pas l'idéologie ou la doctrine. L'idéologie, on va dire. Les individus ne vont plus aller chercher la réalité dans quelque chose qui n'est pas sous contrôle de la doctrine. La réalité sera au niveau de la doctrine. C'est-à-dire que les briques élémentaires qui permettent la pensée seront des briques contrôlées par la doctrine. Et ce moment-là, c'est le moment où la doctrine devient vraiment très dominatrice et très dominante, jusqu'au point où elle peut carrément supprimer l'idée d'une réalité, au-delà d'elle. Et alors je ne connais pas tous les mécanismes, et ce serait extrêmement complexe de penser l'ensemble des mécanismes qui permettent cela, mais je perçois un mécanisme qui est à coup sûr un mécanisme efficace, enfin à coup sûr, qui est à mon avis un mécanisme efficace pour éviter cela, c'est de chercher, de creuser pour se rattacher à une réalité qui ne peut pas être dictée par une doctrine. Comme par exemple une prairie sauvage. Alors c'est de plus en plus compliqué, est-ce que la prairie est vraiment sauvage, etc. Mais il y a quelque chose dans les plantes sauvages, dans les insectes sauvages, même si je ne sais pas à quoi ça sert, d'un point de vue doctrinaire, d'un point de vue idéologique. Je ne sais pas à quelle idéologie aboutit cette fleur sauvage. Mais je sais qu'elle est une brique élémentaire. Je sais qu'elle n'est pas dupée, pas tronquée, qu'elle n'est pas dominée par l'idéologie. Tout ce que je perçois, tout le rapport, l'échange entre cette plante et mes yeux, entre mon esprit et cette plante, semble sain, semble direct, semble non biaisé. Alors on peut toujours imaginer par des théories farfelues d'un jardinier bizarre qui serait venu planter cette plante pour m'influencer. Mais c'est plus compliqué de m'influencer avec cette plante qu'avec l'environnement dans un bureau, dans un bâtiment, dans des rues en ville. Plus on s'éloigne de là où l'homme a eu une emprise, plus on s'éloigne de l'idéologie qui essaye de contrôler notre esprit. Ah bah c'est l'occasion du coup de rebondir sur cette chose que je pensais aussi. Je suis pas sûr qu'elle ait un rapport, mais quelque part elle a un rapport. Je vais pas en parler longtemps, mais les complots
Voilà, là, ce que j'ai décrit, c'était une sorte de complot, comme s'il y avait une idéologie qui voulait nous modifier pour nous contrôler, etc. J'ai décrit une sorte de complot. Sur le complot, je pourrais dire cette phrase qui, je pense, qu'on pourrait peut-être attribuer aux stoïciens, même s'ils ne l'ont pas dit directement, je vous dirai pourquoi. Peut-on imaginer un monde où les êtres humains ne cherchent pas à comploter en secret pour prendre du pouvoir sur d'autres êtres humains? Est-ce que c'est concevable? Est-ce que notre... Oui, c'est concevable, mais est-ce qu'on croit que notre monde est comme ça? Moi, je ne crois pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne sais pas si ce complot, ou celui-là, ou celui-ci est vrai. Ce que je peux affirmer, c'est qu'il y a des complots. Ça, j'en suis persuadé. C'est sûr, c'est une évidence. Le fait que celui-là ça aille vrai, je suis pas sûr. Que celui-là ça aille vrai, je suis pas sûr. Que celui-là, je ne sais pas. Mais le fait qu'il y ait des complots, ça c'est sûr. Et en quoi je dis que ça ressemble à une pensée stoïcienne? Parce que ça a la même structure qu'un truc que Marc Aurèle dit. Marc Aurèle, il dit ça sur les menteurs, les voleurs, les tricheurs, les avares, tous ces gens, tous ces types de comportements, mais même positifs, les gentils, les affectueux, les sensibles, etc. Il dit, crois-tu que dans le monde il n'y ait pas de sensibles, pas de fuyards, pas de traîtres, pas de menteurs, pas de... Puis la réponse, c'est non, évidemment qu'il y a des menteurs, des traîtres et des trucs dans le monde. Très bien, alors je ne peux pas te dire si c'est lui le traître, lui le menteur, lui l'avare, lui l'assassin. Ce que je peux te dire, c'est que tu en croises. Et il y en a. Et ils sont là. Et ça, c'est sûr, c'est une évidence. Et donc, le jour où tu rencontres le traître ou le menteur, ou l'assassin, tu ne dois pas être surpris du fait qu'il y ait un assassin. Tu peux tout au plus être surpris de te dire « Ah bah tiens, c'était lui l'assassin. C'était lui le menteur, lui le traître. » Et donc, je crois que cette façon de concevoir le complot est une façon assez stoïcienne. C'est-à-dire que c'est pas... Ouais, enfin, c'est comme je l'ai dit. Cette fleur sent très bon. Mais je suis attristé, je ne connais plus son nom. C'est une herbette, c'est une plante qu'on met sur les pizzas, mais je suis pas sûr laquelle c'est. Mais ça sent extrêmement bon. Il faudrait trouver un truc mémotechnique, mais je ne connais plus son nom.